bonsoir à tous et victoire, cocorico, alléluia, selon vos convictions. Les artistes semblent enfin avoir été entendus et ils marchent en ce moment un petit peu sur 2 lois. Un programme culturel du gouvernement qui tient en 4 pages dans cette déclaration politique. 4 pages bien tassées, qui ressemblent peut-être à un gros dessert. On va voir, en tout cas, très ambitieux pour une seule législature. On va parler de tout ça que nos invités, voir aussi bien sûr si ces promesses ne sont pas des paroles à la Dalida. Vous connaissez la chanson, hein, paroles, paroles. On verra bien. Mes invités sont là pour en discuter. Martine Barbet, bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes productrice, membre de l'Union des producteurs, membre aussi de la commission des films, hein, c'est ça ? Sélection des films, oui. Des films, très important, bien entendu. À vos côtés, il y a Fabien Hidalgo. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Vous représentez plutôt la musique, vous êtes coordinateur Fakir. Donc ça, c'est les auteurs, compositeurs, interprètes. C'est ça, c'est les musiciennes et les musiciens. Voilà. En Belgique francophone. Un petit peu de musique, ça fait du bien. Philippe Scoonbrood, bonsoir Philippe. Vous représentez la CGSP Culture et le Fonds de sécurité et d'existence des arts du spectacle. C'est ça, oui. C'est bien ça. Concrètement, en 2 mots, c'est ? En fait, c'est un fonds qui est géré de manière paritaire par les représentants patronaux et des travailleurs et qui est chargé de s'occuper des publics fragilisés parmi les travailleurs du secteur. Du secteur, oui. Dieu sait s'il y en a, on va en parler évidemment. En face de vous, Frédéric Young. Bonsoir. Frédéric, vous êtes délégué, c'est ça qu'on dit ? Délégué général de la SACD. Là, c'est les auteurs, Société des auteurs qu'on connaît bien en Belgique. Et Thibaut Neve. Bonsoir Thibaut, on vous connaît comme artiste, metteur en scène, mais vous êtes aussi membre de l'Union des artistes et la Chambre des compagnies théâtrales pour adultes. Exactement. Du théâtre pour adultes, donc. Oui, on est les copains de la CTEJ, mais nous, donc, du version ça, c'est les petits, adultes. les petits jeunes. C'est les enfants, et puis après, nous. Et puis il y a les vieux ? Non, on va dire les adultes. Les adultes. Allez, on va parler de tout ça, de cet accord qui a l'air de faire plaisir à tout le monde. En tout cas, on va le décortiquer. Avant ça, peut-être une piqûre de rappel avec des artistes français. Mais bon, finalement, c'est pareil. Il n'y a pas de frontières pour tous ceux que le système oublie. Tonton, est-ce que t'as regardé dehors ? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors ? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme, perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment ? Dis-moi tonton, on va faire comment ? On va faire. Cavernoso, Richard Malvel, cette voix. Il y a du vécu là derrière. Peut-être des souffrances aussi du fait d'être artiste. C'est vrai que c'est pas facile. À un moment donné, dans la chanson, il n'y a pas de place pour tout le monde dans le système. Une phrase dure quand même, ça, non ? Vous représentez souvent les artistes, vous sentez ça parfois ? Il n'y a pas de place pour tout le monde, par exemple. Il n'y a pas de place pour tous les artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas qui veut. C'est difficile. C'est très difficile et je trouve que ces paroles résument très largement ce que nous vivons de tout temps, j'ai envie de dire, parce que voilà, on parle d'ambition par rapport à l'accord gouvernemental, ces 4 pages, c'est déjà très bien que voilà, il y ait une écoute et qu'on sente que dans le gouvernement ou dans le prochain gouvernement, il y aura une préoccupation par rapport à la culture. Voilà, mais ce que je retiens ici, c'est que voilà, c'est le faire. Et le faire, ben, on sait. Il faut y aller. Il faut y aller. Et je trouve que c'est d'autant plus important parce qu'il y a vraiment une conscientisation que la culture, c'est une valeur de mettre de manière concrète la démocratie de la société. Mais ça, la ministre le dit, voilà, le répète. Donc ça, je pense que c'est super important. C'est pour ça qu'on est confiant. Voilà, je pense qu'on est quand même confiant sur cet accord. Producteur de cinéma, même si le mot cinéma n'est pas inscrit dans le... Même si le mot cinéma n'est pas inscrit, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, on a une confiance et on nous a entendus, d'autant plus que moi j'étais représentant de la société civile début juillet lors des négociations et que je sens qu'il y a un fil
conducteur et qu'on a été entendu sur certains points. Philippe Sconbrod veut prendre la parole. Oui, je trouve que les paroles de Corps Malade sont assez pertinentes parce que ce qui manque dans le texte, les 4 pages consacrées à la culture, c'est en fait le mal-être et les malaises qu'il y a dans le secteur, puisque il n'y a aucune ligne, il n'y a aucun paragraphe sur le bien-être au travail. Ouais. Et je pense qu'on sait tous ici autour de la table à quel point on est confronté à des problèmes de burn-out, d'harcèlement, de mauvaise gestion du personnel. Particulièrement dans le secteur artistique, culturel ? Particulièrement dans les arts du spectacle, oui. Vous le sentez, vous, en tant que on est confronté, je dirais, au quotidien à des problématiques qui sont liées au bien-être au travail. Frédéric Young, je vous voyais un petit peu de la tête. Je nuancerai quand même le propos de Philippe sur l'attention portée à la situation réelle des travailleurs, des travailleuses des arts et de la culture en général, parce que on parle de vie décente, donc ils ont pris l'approche positive dans le texte de la déclaration gouvernementale. Ils ont bien identifié, je crois qu'il y a des situations très douloureuses. Et pour répondre à ce que vous disiez... Mais il parle vraiment des situations douloureuses ? Oui, en disant qu'il faut donner une vie décente aux artistes. Oui. Peut-être ce mot-là. Si la vie n'est pas décente, s'il faut aller vers une vie décente, c'est qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Il y a plus que l'argent. Il y a les conditions de travail, le management et la manière dont les artistes sont traités, parfois par leurs employeurs. En tout cas, je peux vous dire que je reçois beaucoup d'artistes au quotidien ici dans l'émission Le Courrier Recommandé, et il y a souvent effectivement pas des plaintes, mais des gens qui expriment leur mal-être, notamment dans la musique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais pour les artistes, il y a une sorte de tabou. Enfin, je pense que beaucoup d'artistes cachent un petit peu leur mal-être. Il faut toujours. Ça, Mais c'est vrai que nous, on est confrontés tous les jours à des gens dans le milieu culturel qui lâchent et qui réapparaissent quelques mois plus tard, ou bien qui ont du mal à remonter la pente. Dans le théâtre aussi, Thibaut Neve ? Oui, après il y a quelque chose qui nous fait de l'espoir, cette question de la bonne gouvernance. Donc la ministre, c'est un mot important, notamment dans les équilibres, dans la durée des mandats, dans leurs limitations, dans le contrôle aussi, comment l'argent public ne pas se retrancher derrière des questions de droit privé, pour ne pas légiférer sur parfois vraiment une manne de subventions d'argent public. Oui, c'est ça, voilà. Il y a là vraiment quelque chose que la ministre va pouvoir faire. Elle va être au cœur d'une législature importante, notamment en 2022, en art de la scène. Tous les contrats-programmes vont être réexaminés. Elle va vraiment avoir entre les mains une possibilité d'imprimer. Enfin, on a dit l'artiste au centre, elle va pouvoir c'est ce qu'elle clame depuis le début, c'est ce que le gouvernement clame. C'est ce que le CDH nous disait déjà il y a 5 ans, donc on va être prudent et on va regarder ça de près. Par rapport à un système qui laisse des places ou pas, je crois que ce qu'il faut faire aussi, c'est faire l'analyse du cadastre des emplois artistiques. Oui, mais ça, c'est promis aussi, un cadastre, c'est dans l'accord. Ça, c'est promis depuis 10 ans, ça n'a jamais été réalisé, parce que je pense que les chiffres sont inacceptables. Et nous, on a fait l'analyse par rapport à ce que proposaient, par exemple, les contrats programmés, les principales institutions théâtrales et chorégraphiques de la communauté française, et on voit qu'il y a un déficit d'emploi artistique dans même les propositions qui sont faites. On parle même d'un quota d'emploi artistique, ça c'est important aussi, c'est nouveau ça, j'ai l'impression, c'est une espèce de seuil minimum. Oui, en fait nous avons proposé 30%, ce qui n'est pas encore la majorité de l'emploi, mais 30%, et avec ça, on doublerait le volume d'emploi artistique en communauté française. Ça vous paraît correct ? Oui, je pense que par rapport à toujours le contenu de cet accord gouvernemental, je pense qu'il y a des pistes qui sont vraiment concrètes et que c'est avec ça que nous devons travailler avec la ministre, parce que c'est vrai qu'il y a une image de la culture où l'artiste s'en sort toujours, parce que l'artiste, il est pris par la passion de son œuvre, la passion de ses contenus, et il faut à un moment donné montrer la précarité. Je veux dire que dans le secteur cinématographique, il y a une précarité, il y a une réelle précarité. Or ça, c'est la dynamique structurante que la ministre doit mettre en place, et je pense que c'est avec les autres organes de pouvoir qu'elle pourra le faire. Je pense que c'est pas... on n'est plus... On est dans la transversalité. On ne saura pas faire sans le fédéral. Voilà, mais ça... la culture est dans la transversalité. Je pense que c'est vrai aussi dans la gestion de la culture. Ça, c'est un des points les plus importants pour rendre ce secteur structurant. Elle est écolo, ça vous va, la ministre, qu'elle soit écolo C'est très bien. Voilà, écoutez, c'est aussi l'aboutissement d'accords de négociation. Évidemment, donc, voilà. Le ministre-président, c'est Pierre-Yves Giolet, il est maire, il vient de l'emploi.
Ça peut être rassurant, ça peut-être, non? Un ministre-président qui vient du secteur de l'emploi, qui était ministre de l'emploi, je sais pas. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'effectivement, peut-être plus que le fédéral, c'est dans un effort commun de la communauté française et des régions bruxelloises et wallonnes qui ont l'emploi dans leurs compétences, la formation professionnelle, qu'on doit trouver des solutions positives. Le fédéral gère le chômage, la sécurité sociale, mais ce n'est pas les matières qui vont permettre de développer le secteur de la culture. Okay. Oui, j'avais juste une information pour le nouveau gouvernement, c'est que ce cadastre, Frédéric laissait entendre que c'est un peu le monstre du Loch Ness depuis 10 ans, mais l'Association paritaire pour l'emploi et la formation, l'APEF, travaille avec la FUCAM et avec l'aide de SMART à ce cadastre. Donc des gens sont en train de travailler dessus, des universitaires. Et donc ça existe, vous voulez dire, on travaille dessus, oui, ça fait préexistence. Oui, parce que en fait c'est un travail qui est très compliqué, qui doit se faire à partir de données ENSS. Et donc, quand on dit qu'on va travailler à un cadastre, il faut juste savoir que des équipes sont en train de réaliser ce cadastre. Alors, un des points importants, évidemment, on l'a évoqué, c'est le statut des artistes, le fameux statut des artistes, autre monstre du Loch Ness, évidemment. On va écouter la ministre. Elle était venue il y a 2 jours au micro de Jean-Jacques Deleu dans l'interview. Donc c'est Bénédicte Linard, il va falloir s'habituer à son nom. Elle s'exprime justement sur ce statut des artistes. Vous savez que les artistes attendent un statut depuis longtemps, alors ça ne dépend pas que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bien sûr. Est-ce que là, vous allez les aider à accéder à un statut digne? En tout cas, c'est ce qu'on prévoit dans le texte, c'est de pouvoir soutenir cette idée de statut. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour soutenir les artistes. Ceux qui débutent... Par exemple par exemple, le fait de... promouvoir l'exception culturelle, faire en sorte de se poser la question, est-ce que les nouveaux artistes n'ont pas besoin de soutien spécifique? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de simplification administrative, d'information sur leur réalité? Donc il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour aider les artistes. Voilà, elle soulève beaucoup de questions, cette idée de guichet des arts, on va en parler, les nouveaux artistes, les nouvelles créations aussi. Mais le statut d'artiste, on a l'impression, j'ai dit, cette expression, elle sonne bien, le monstre du Loch Ness, on a l'impression qu'on en parle depuis très très longtemps. Depuis que je parle de culture ici à Télé Bruxelles, on en parle, et qu'il n'est toujours pas vraiment là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va réussir un jour à avoir un vrai statut des artistes respectueux de leur travail? Qui veut répondre c'est une lasagne à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y a des compétences que la fédération a, que le fédéral n'a pas, etc. Et tout le monde se renvoie la balle? Chacun est responsable parfois de ses matières. C'est la complicité de la Belgique, ça fait sa richesse, parce que parfois il faut trouver des points de compromis, mais ça ralentit aussi fortement les prises de décision. Après, les artistes sont souvent poursuivis par l'ONEM pour des décisions qui leur semblent tout à fait absurdes, injustes par rapport à leur réalité. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la déclaration de la ministre, c'est qu'elle dit, à son niveau, elle a l'impression de pouvoir faire des choses, notamment pour les jeunes créateurs. Oui. En c'est théâtre, pas mal, ça, non? C'est très bien, parce qu'en théâtre, il y a ce qu'on appelle le budget de la CAP, qui est donc un budget de financement qui est dédié principalement à l'émergence. Ce budget a sans cesse été mis à mal, il n'est jamais sanctuarisé, on va toujours ponctionner là, et donc ça, c'est des actions qu'elle va pouvoir prendre tout de suite, sans même régler grâce à ce budget, donc c'est possible tout de suite, c'est ça que je voulais dire. Là, elle peut bouger les lignes très vite. Oui. Martine Barbet. Je peux rebondir également avec la commission de sélection des films et le rôle justement que la Fédération Wallonie-Bruxelles a par rapport à la diversité des écritures, aux jeunes talents. Et donc, on est un peu étranglé aujourd'hui parce que c'est une commission qui a perdu 20% de son financement en 2014 suite au départ de vous et qui entrait dans le financement de la commission. Et donc, je pense que, la ministre, elle est ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que ce sont là des outils qu'elle peut utiliser de manière extrêmement concrète et très rapide pour justement mettre en place toute une diversité de la culture qui ne sera, je dirais, en tous les cas, contenue que par la fédération, parce que on est loin de la marchandisation, on ne peut pas tout penser en économique et en industrie. Il faut une identité culturelle qui soit là, bien présente, avec justement les instances qui existent. C'est votre réaction? En fait, pour parler du statut, je crois qu'il faut garder en tête que le travail artistique, qu'on le veuille ou non, sauf s'il y a une révolution demain, restera de l'intermittence. Et donc, qu'on ne travaille pas tout le temps, pour que les gens comprennent bien. On ne travaille pas du lundi au vendredi. Et donc, le paradoxe de notre secteur veut que plus on crée d'emplois,
plus on va créer de demandeurs d'emploi et donc d'allocations de chômage. Ce qui veut tout simplement dire qu'il faut qu'il y ait un consensus à un moment donné au niveau de la société belge. Quelle place voulons-nous laisser à la culture et que sommes-nous prêts à payer pour ça? Avec les fédérations professionnelles, alors il faut qu'elles soient présentes dans ce débat, évidemment. En fait, le débat est surtout financier. Est-ce que l'État belge, est-ce que les régions, est-ce que les communautés sont prêts? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre? Voilà. Fabien voulait réagir, Fabien Hidalgo pour la musique. Oui, je tiquais sur l'intermittence. Enfin, vous disiez, ils ne travaillent pas de lundi à vendredi. Non, les artistes que je connais, ils travaillent du lundi au dimanche. Et donc, ils travaillent tout le temps. Ils sont engagés par intermittence. Alors, oui, moi, je voulais juste dire, on dit toujours les artistes et techniciens aussi. Faut pas oublier les techniciens du très important en cinéma, en musique et en théâtre aussi. Tout à fait, en cinéma. Et les auteurs, les auteurs, évidemment. Le guichet, on revient avec le guichet des arts. Je dis on revient parce qu'il existait déjà du temps de la Hanan 1, si je ne m'abuse, donc il y a eu déjà une amorce. Il a fait plouf, comme on dit. Maintenant, il revient. Est-ce que c'est possible de le maintenir? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je ne crois pas que la question d'un guichet des arts soit la question majeure. La question majeure, c'est celle qu'on vient d'aborder, c'est l'emploi, les politiques d'emploi coordonnées entre la communauté française, les régions. Oui, on a compris. Mais les artistes sont souvent perdus dans l'administratif. Oui et non. Il y a des tas de lieux où ils peuvent trouver des informations. C'est le cas auprès des syndicats qui les encadrent pour le chômage. Tu vois des sourires autour de vous. Non, mais je veux dire, après, c'est toujours intéressant d'avoir un guichet unique. Mais Point Culture pourrait rendre ce service, par exemple. Avec des formations des gens. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça qui va transformer la situation des gens sur le terrain. Mais c'est important maintenant, là où je rejoins Frédéric, c'est qu'il y a vraiment le secteur. Je crois que la ministre va recevoir pas mal de dossiers brûlants sur son bureau, elle va trancher, notamment le tax shelter. En art de la scène, le tax shelter va très mal. Gréoli nous avait dit... Pourquoi ça ne prend pas le tax shelter? Parce que c'est un peu un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que le fédéral a changé, si vous voulez, le principe de taxation avec le tax shift, qui fait que cette manne tax shelter qui a beaucoup donné du vent dans les voies pendant tout un temps. Les gens comprennent, c'est de l'argent des entreprises. Une entreprise fait des bénéfices et le désir d'investir dans un produit culturel. Ils viennent ouvrir aux jeux vidéo, mais ça se dit, mais il n'y a déjà même plus de place pour le jeu vidéo, vu qu'en art de la scène, on pense même l'arrêter. Donc, donc ça va faire grincer. Non, il y a déjà, nous avons des compagnies théâtrales qui ne savent plus créer avec le tax shelter. En cinéma, ça a sauvé quelques films. Alors, le cinéma, bien heureusement, nous avons eu le tax shelter, mais aujourd'hui, le tax shelter n'est plus une assurance de financement. Et c'est bien pour ça, et c'est pour ça que c'est très important, et que c'est un message que je veux faire passer à la ministre. La commission de sélection des films, c'est vraiment, mais vraiment le point central des financements du cinéma, tout genre confondu en plus. Donc ça, c'est très très important. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'investisseurs qui n'acceptent plus de nouveaux projets d'œuvres cinématographiques pour le tax shelter, et donc, d'intermédiaires, de sociétés intermédiaires. Et donc, on est vraiment dans la difficulté. Et il y a des films qui seront bloqués dans les semaines qui viennent à cause de ça. C'était de l'argent qui venait quand même de l'extérieur, parce qu'il y a quand même une question, le nerf de la guerre, l'argent. On est tous d'accord pour que le secteur se porte mieux, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est ça que les gens sont en train de se demander aussi. Pour revenir juste 30 secondes sur le tax shelter, ce qui me gêne beaucoup, et je ne suis pas le seul, c'est que le tax shelter étendu aux arts de la scène remonte au mois de mars 2017. On n'a toujours pas d'évaluation. Et on ne sait toujours pas, en termes d'emploi artistique, ce que ça a apporté. Ok. Le budget, l'argent, important quand même. Est-ce qu'on a de l'argent pour tout ça? Il y a des choses qui ont été faites dans le budget. Si vous prenez les budgets depuis 20 ans, en fait, l'éducation permanente a vu son budget doubler, là où les secteurs culturels, artistiques plus traditionnels ont vu leur budget évoluer plus lentement. Donc des choix politiques sont faits sur les marges disponibles. Ce sont des mauvais choix, selon vous? Écoutez, je pense que sur la politique artistique, il y a eu un désinvestissement global relatif par rapport à l'ensemble des politiques. Il y a beaucoup d'argent qui a été vers l'enseignement, ce qui était tout à fait nécessaire. Donc ça, c'était sous Gréoli ou sous Milquet? Pourquoi on situe un peu le désinvestissement sur les politiques artistiques commence avec Fadila Lahanan, certainement. D'accord. Mais on nous a toujours dit on va fonctionner en enveloppe fermée, la culture est une enveloppe fermée, combat de pauvres, nous disait Fadila Lahanan.
s'il vous plaît, elle avait quand même, comme Gréoli et comme Madame Linard aujourd'hui, la possibilité à l'intérieur de cette enveloppe de faire bouger les lignes, comme on nous l'a dit. Et là, franchement, elle va pouvoir le faire, notamment, je vous disais, en art de la scène, il y a le théâtre, il y a les institutions et il y a les créations. Il y a vraiment des dossiers brûlants dans les équilibres entre les deux. Elle va pouvoir prendre à bras. Juste Fabien, oui, parce que je ne pense pas avoir vu beaucoup de gens en parler, mais c'est une ligne qui s'est glissée peut-être un petit peu rapidement, qu'on peut facilement sauter. C'est pour pouvoir affecter une partie de la taxation des géants du numérique aux politiques culturelles. Oui. Il revient à la taxe GAFA, à demi-mot, mais elle est quand même là. Et j'ai vu encore personne réagir là-dessus. Donc pour moi, c'est une révolution. Et il n'y a encore personne qui a réagi là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait donner de l'air ? Oui, parce qu'il y a énormément d'argent de ce côté-là. Ouais. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. C'est une très bonne idée. On déplace les curseurs. Philippe, on a calculé qu'une taxe forfaitaire sur les GAFAM de 3% rapporterait 100 millions à la Belgique par an. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Voilà. Qu'il le fasse. Il n'y a plus qu'à faire. Allez, on va avancer. Ou très brièvement alors. Très brièvement, mais c'est encore un autre sujet, mais que je trouve tellement important. C'est la diffusion de la culture et de la diffusion de nos œuvres. Elle a les médias dans son portefeuille. Exactement. Et donc là, je pense que, en tous les cas, pour notre secteur, c'est une autre demande et forte parce qu'on a encore tout un travail à faire à l'égard de notre public et pour rendre la culture accessible à tous. Un autre axe important de cette déclaration, c'est la question de la transparence des médias. On en a beaucoup parlé dans les mois précédents. On va réécouter la ministre Bénédicte Linard sur cette question. La question de la transparence sur les mandats est quelque chose d'indispensable dans notre société. Ce n'est pas normal qu'on garde cela caché. Et la question des institutions sera rediscutée ensemble. L'idée n'est pas de venir imposer d'une tour d'ivoire politique certaines choses, mais de voir comment est-ce qu'on avance tous ensemble dans ce secteur culturel. C'est un peu le schéma du pacte d'excellence que vous voulez réitérer sur la culture ? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que le pacte d'excellence est une énorme réforme, mais il y a des alliances à créer entre culture et médias et entre acteurs culturels, tout comme entre télévision locale, la RTBF, entre télévision elle-même. Il y a des alliances à créer pour pouvoir porter plus loin cette idée de préservation de la démocratie, mais aussi d'émancipation via la culture. Alors, voilà, on parlait justement des médias avec vous, mais sur la transparence, notamment dans le milieu du théâtre, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non ? Tout à fait. Il y a la question des mandats, c'est-à-dire que des postes de direction, il nous semblait sain, nous, que ce soit 2 fois 5 ans, renouvelable, un appel à candidature très clair. Et là, la ministre... C'est pas toujours clair ? C'est pas toujours clair, la durée des mandats. Il y en a certains qui se croient à vie. Je veux dire, il faut quand même en donner se dire que c'est de l'argent public. Il est sain qu'en 2022, sans doute, si on veut jouer à cette opération de chaise musicale, ça puisse s'ouvrir. C'est pas parce qu'on a des qualités que quelqu'un d'autre ne les aurait pas. Les femmes, voilà. Donc il y a plein de possibilités. Les femmes, c'est une grande question, dans les arts de la scène, la poussée des femmes est tout à fait légitime. Donc là, je crois qu'elle va vraiment pouvoir, en question de transparence et de politique et de bonne gouvernance, ne fût-ce que sur ces questions-là, pouvoir agir. Ouais. Félix Conbron, ça va vous faire plaisir, ça, cette notion de plus de transparence dans les postes ? Tout à fait. On ne peut pas être contre. Hein. Non, du tout. Le problème qu'on a simplement, c'est que dans le décret de nouvelle gouvernance culturelle, on a quand même bien dû noter que les partenaires sociaux sont complètement oubliés, que les syndicats ne figurent dans aucun dispositif, alors que je dirais qu'on est au quotidien quand même sur le terrain aussi. Et ça semble d'ailleurs être corroboré par le texte consacré à l'enseignement, où le nouveau gouvernement a complètement fait l'impasse sur le rôle des syndicats. Écoutez, on aura ça à l'œil parce que c'est évidemment important. Il y a d'autres oublis, on a évoqué Point Culture, la médiathèque, etc. Bon, on défend beaucoup les bibliothèques apparemment. Rien sur Point Culture, là je veux peut-être votre avis, Fabien. Point Culture a seulement été évoqué pour l'information sur les fake news. Voilà. Donc non, effectivement, il est en train de se passer quelque chose ici avec Point Culture qui est complètement démantelé. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, le catalogue est complètement bradé à 1 euro, 2 euros vendus. Il n'y a plus de nouveaux achats. C'est une destruction du patrimoine et de la valeur complètement hallucinante. Quoi. Il y a de l'emploi derrière aussi. Et il y a de l'emploi, mais c'est surtout un accès à la culture qui disparaît complètement. Quoi. Bon, je crois qu'on pourrait mettre un accent supplémentaire sur tout ce qui est la politique d'écriture pour
diversifier les créations, apporter, je dirais, des intérêts nouveaux pour le public. Ça, c'est présent. On pourrait l'ajouter un peu, mais je crois que ça découlera de cette idée de remettre les artistes dans aussi les lieux de décision, parce que ça, c'est un point très important qu'on acte, c'est de dire il n'y a pas assez d'artistes dans les conseils d'administration, il n'y a pas assez d'artistes dans les instances d'avis. J'en profite d'ailleurs. Et il y a un vrai souci. On a prolongé, je crois, le délai d'inscription dans les instances d'avis. Donc si vous nous écoutez, que ça vous intéresse... 30 septembre. C'est ouvert, c'est jusqu'au 30 septembre, donc c'est pour que les gens comprennent, pouvoir donner un avis. Participer au choix des œuvres, des spectacles qui reçoivent des subventions. C'est très important dans un souci justement d'équité, de ne pas être juge et partie. C'est ça, il faut quand même reconnaître à l'ancienne législature qu'ils ont fait un gros travail sur les commissions. En espérant que le fédéral suivra tout ça, non? Aussi. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup du fédéral. Où est-il aussi? C'est la question. Vous avez confiance quand même en cette déclaration pour terminer, en conclusion? Moi j'ai... c'est des paroles où vous avez confiance? Non, j'ai confiance, d'autant plus qu'on vient d'entendre la ministre et que je pense qu'elle a envie de rencontrer les gens de terrain. Donc tout est dans ce travail de collaboration, mais n'en restons pas à des paroles évidemment, ni à des états généraux. Les paroles et des actes, comme dirait l'autre. Voilà, le pacte d'excellence a réuni une majorité politique large, et il faudra la même chose ici en culture, d'où le fait d'avoir cette tripartite est intéressante. Très, très brièvement. La ministre a les médias et la culture dans ses compétences. Je lui demande d'arrêter la pratique du régime des petites indemnités à la RTBF. Des comédiens sont payés en RPI, c'est juste inadmissible. Ça c'est vrai, la condition des comédiens aussi à l'RTB. Merci, on aurait pu parler de plein de choses, on se reverra certainement. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion autour de cette déclaration. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.